atelier du séminaire européen de l'AJE. Pour celles et ceux qui nous prennent en route, je rappelle donc que l'AJE, c'est l'Association des journalistes français de l'environnement. Et depuis le mois de février, nous organisons avec la Fondation européenne pour le climat, l'ECF, un séminaire européen qui essaye de faire le point sur les grands enjeux du pacte vert et de tout ce qui va tourner autour. On en parlera. Pour cette deuxième session, nous allons évoquer la réforme du système communautaire d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, plus connu sous son acronyme anglais d'ETS. L'ETS, c'est un système qui existe depuis 2005, si la mémoire est bonne, mais Émilie me corrigera sûrement, qui vise à réguler en quelque sorte les émissions de 11 000 sites industriels de l'Union européenne. Et petit à petit, dans l'idéal, de les faire diminuer. C'est un système qui a été révisé déjà à une ou deux reprises. Donc, on aborde une nouvelle révision de la directive qui l'encadre. Et ça arrive à un moment où il y a beaucoup d'enjeux connexes. Je pense notamment au mécanisme d'inclusion aux frontières qui sera directement connecté à l'ETS. Donc, nous allons faire parler et questionner aujourd'hui 4 intervenants. Émilie Alberola, qui est la directrice de la recherche et de l'innovation d'EcoAct. Émilie, vous nous rappellerez ce qu'est EcoAct, qui vient récemment d'être absorbé par le groupe Atos, si ma mémoire est bonne. Diane Strauss, la directrice du Bureau français de transport et environnement, qui est une association européenne qu'on commence à bien connaître en France. Dimitri Vergne, le chargé des questions d'environnement, de durabilité, d'énergie au sein du Bureau européen des associations de protection des consommateurs, le BUC. Et Catherine Chabot, donc eurodéputée. Vous faites partie du groupe Renew, si ma mémoire est bonne. Absolument. Bon, oui. La délégation Renaissance et le groupe Renew, les nouvelles députées. Merci. Je n'ai pas encore dit trop d'âneries, on va y aller. Émilie, est-ce que vous nous présenteriez un petit peu ce qu'est l'ETS, quels sont les grands enjeux, quelles sont les pistes de réforme ouvertes par la Commission? Bien sûr, oui. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est parfait. Alors, attendez, je vais repartir sur mon PowerPoint. Voilà, hop. Dites-moi si c'est visible ou pas. C'est tout à Voilà. fait visible. Enfin, j'ai quelques éléments plutôt quantitatifs du coup, mais évidemment, je suis flexible aussi à répondre aux questions et évoquer plus Est-ce qu'en librement. préambule, vous pourriez nous rappeler en 2 mots ce qu'est EcoAct? Bien sûr, oui, oui. Alors, donc, vous m'avez présenté Émilie Alberola. Moi, je travaille sur le sujet de l'ETS maintenant depuis près d'une quinzaine d'années. Initialement à la mission climat de la Caisse des dépôts, I4C, et puis désormais chez EcoAct. EcoAct a un cabinet de conseil spécialisé sur les sujets de stratégie et politique climatique. Et effectivement, comme vous me le mentionnez, initialement, on était uniquement basé à Paris. En France, on a une extension au Royaume-Uni. Nous étions 120 personnes et depuis maintenant près de 6 mois, nous avons été rachetés par le groupe Atos dans une practice sur la décarbonation, donc accompagner les organisations vers la neutralité carbone, zéro émission nette. Voilà. Je dirige une équipe de 5 personnes dédiées à la recherche et à l'innovation. On a différentes thématiques et notamment, évidemment, le sujet des marchés carbone. Et donc, je vais vous présenter des réflexions, évidemment, puisque je conduis et je travaille sur ce sujet depuis plusieurs années, et puis des réflexions qui sont issues aussi d'un travail plus collectif avec des partenaires, notamment européens, puisque chaque année, je participe à la rédaction d'un rapport qui s'appelle State of the EU ETS, et le prochain numéro sortira en avril. On a une invitation qui va partir prochainement avec un webinaire qui est planifié le 15 avril pour vous présenter justement l'évaluation qu'on fait, l'analyse de l'année 2020. Donc, effectivement, on va parler de cette nouvelle révision. J'ai envie de dire une révision chasse une autre, parce qu'effectivement, on vient de terminer près de 2 ans de négociations pour réviser ce dispositif afin de donner des nouvelles règles pour la phase 4, puisque on termine cette année au mois d'avril la phase 3 qui débutait en 2013, comme vous me mentionnez, Valérie, en introduction. Je pense que ce qui est intéressant quand même de noter en introduction, c'est que cette phase
3, finalement, ça a été une phase de réparation de ce dispositif qui avait montré de très grandes faiblesses depuis sa phase 2. Depuis 2009, on a vu un prix du carbone qui avait fortement chuté. Et tout au cours de la phase 3, la Commission européenne a soumis plusieurs propositions pour faire face aux grandes faiblesses identifiées, un surplus de quotas qui a fortement augmenté et qui a complètement déséquilibré l'offre et la demande pour révéler un prix qui était bien trop en deçà des attentes pour conduire cette décarbonation. On a eu le problème des chevauchements des politiques entre les politiques EU ETS, les politiques de soutien au déploiement des énergies renouvelables et la directive efficacité énergétique aussi qui a été négociée et mise en œuvre ultérieurement dès 2014. Et puis aussi cette faiblesse qui était le manque de visibilité du long terme, puisque les opérateurs n'avaient connaissance de cet objectif voté réglementaire que jusqu'en 2020 et que cet objectif, comme on va le voir, a été atteint dès 2014. Donc, ce manque de visibilité a fait qu'effectivement, sans contrainte de long terme, les acteurs avaient du mal à anticiper et le prix reflétait aussi cette grande faiblesse. Donc, un certain nombre de mesures qui ont été proposées au cours de la phase 3 pour mémoire collective. Hein, il y a eu le backloading, toute la discussion pour mettre de côté un volume de 900 millions de tonnes de quotas entre 2014-2016 et les remettre en 2019-2020 en circulation pour avoir un effet de court terme de retention de l'offre. Il y a eu cette réserve de stabilité de marché qui a été proposée, votée et mise en œuvre l'année dernière. On a eu 2 ans de discussion pour la révision de l'EU ETS pour sa phase 4 avec des décisions assez importantes, un nouvel objectif, moins de 43% sur 2030, et puis la révision du facteur linéaire de réduction qui est le rythme de réduction annuelle de ce plafond qui a été aussi augmenté. Et désormais, depuis décembre 2030, on a ce nouveau cadre, cette nouvelle ambition dans le cadre du Green Deal de moins 55% à l'horizon 2030 pour intégrer cette dimension, enfin cette ambition de neutralité carbone. Donc évidemment, un certain nombre de directives vont être révisées et notamment l'EU ETS. Sur l'année 2020, on a eu plusieurs documents qui ont été publiés dans ce cadre de discussion. L'objectif 2030 avec l'évaluation d'impact qui l'accompagne, l'analyse d'impact initiale de l'EU ETS et puis la consultation publique qui s'est clôturée début février 2021. On a su, la Commission européenne a mis en ligne récemment toutes les réponses. On a 500 réponses à cette consultation de l'EU ETS. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de balayer assez. Je ne sais pas combien de temps vous m'accordez, Valérie, parce que je n'ai pas regardé le temps non plus. Vous avez un gros quart d'heure, on va dire. Un gros quart d'heure. Alors, on va aller très rapidement. Il y a un certain nombre de sujets qui sont Mais tout est négociable, hein, c'est comme la déjà sur la directive. table. Bah, après, je répondrai à vos questions s'il y a besoin d'y revenir, mais je ne vais pas monopoliser le temps de parole. Un certain nombre de sujets qui sont sur la table dans les révisions possibles. Évidemment, alors il y a beaucoup d'acronymes. Je vais parler franglais aussi, donc n'hésitons pas n'hésitez pas à me signaler voilà, si ce n'est pas du tout clair. Donc, le LRF, c'est ce Linear Reduction Factor qui est ce rythme annuel de décroissance du plafond d'émissions imposé. On va vers des propositions qui vont être à la hausse. On a la question de la révision de cette réserve de stabilité de marché qui était d'ores et déjà prévue, puisqu'en 2021, il était prévu de réviser ce dispositif. Mais évidemment, aujourd'hui, dans ce cadre, on va vers une révision qui serait plus importante. L'extension à des nouveaux secteurs, on va en parler de manière plus approfondie. Le soutien à l'innovation, le soutien aussi à la question de la séquestration. C'est un sujet qui pourrait être adressé clairement dans cette révision et enfin en tout cas on peut l'appeler de nos voeux. La question des fuites de carbone aussi, évidemment, avec la question des quotas gratuits. Et puis, alors c'est du franglais, après je suis qu'en français, c'est parce que je travaille plus en anglais sur ces sujets. Le CBAMS, évidemment, c'est la question du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. En amont, je voulais peut-être revenir sur l'état des lieux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans les UTS avant d'aborder comment ils pourraient évoluer avec des premiers chiffres qui vont être confirmés début avril par les chiffres officiels communiqués par la Commission européenne. Mais selon des premières estimations préliminaires qu'on peut faire, on s'achemine vers une forte réduction des émissions sur l'année 2020, entre 9 et 14%, majoritairement portée par le secteur électrique plus que par l'industrie. Ce qui est intéressant à noter, c'est que l'objectif 2020 est clairement atteint et nettement dépassé depuis 2014 et qu'aujourd'hui, avec cette forte chute,
but, on termine la phase 3 avec un niveau de réduction qui est finalement très similaire à l'objectif 2030. On est en 2020 et on est entre moins 40 et moins 42% par rapport à 2005. Je vous rappelle qu'on a fixé l'objectif de moins 43% en 2030, donc on est entre guillemets une décennie d'avance par rapport à l'ambition européenne. Donc finalement, réviser l'ambition est plus que nécessaire pour continuer à driver, à donner, excusez-moi, à donner une incitation, est plus que nécessaire pour accompagner l'effort pour la prochaine décennie et évidemment nous aligner avec l'ambition de plus long terme jusqu'en 2050. Voilà, je répondrai à d'autres questions si nécessaire. Autre chiffre intéressant, c'est effectivement dans le bilan qu'on peut dresser de cette phase 3, c'est qu'on avait un fort excédent de quotas, comme je le mentionnais au début de la phase 3 en 2013 et les mesures qui ont été prises semblent avoir porté ses fruits, notamment avec l'introduction dès 2019 de la réserve de stabilité de marché et le fait qu'on a ponctionné un certain nombre de quotas sur les volumes à mettre aux enchères, 375 millions de quotas exactement entre 2019 et 2020 ont été prélevés et donc forcément ça permet de réduire le volume d'excédent nettement depuis 2013, ce qui est plutôt favorable à la restauration d'un équilibre. Et puis aujourd'hui, vous avez un prix du carbone qui est affiché sur le marché près de 40 euros, ce qui n'a jamais été atteint depuis son lancement. Donc le bilan est plutôt positif dans ce point-là. Quelques éléments ensuite sur savoir comment ça va se passer cette révision, enfin en tout cas qu'est-ce qu'on peut en attendre. Un des premiers points, c'est effectivement de savoir comment cet objectif de moins 55% va se traduire pour l'EUTS, comment on va se partager l'effort entre les secteurs dits ETS et les secteurs qui sont couverts par une autre régulation qui est le partage de l'effort sur les secteurs notamment du bâtiment, de l'agriculture et du transport. La question, ça va être de savoir aussi comment ce nouvel objectif va être revu. Donc, on s'attend à avoir une proposition pour juin 2021. Comment cette cible va être atteinte, notamment avec la révision de ce facteur linéaire de réduction. Voilà, il y a un certain nombre de questions. Plusieurs options sont sur la table par rapport à cette révision. Est-ce qu'on va faire cette révision en 2023, en 2024, 2026 tout est encore possible. Quelques éléments peut-être quantitatifs d'intérêt pour justement alimenter cette discussion, comment on va se partager l'effort 2030 entre les UTS. C'est intéressant de savoir que les UTS a contribué jusqu'à présent à une très très large majeure partie des réductions d'émissions obtenues, 75% quand on fait le bilan sur cette phase 3. Et évidemment, on s'attend à ce que sur la nouvelle cible 2030, le plan climat 2030, le UTS portera à nouveau très largement les réductions supplémentaires qui vont être augmentées par rapport à l'ambition du cadre climat-énergie 2030 qui avait été statué. C'est le troisième camembert que vous pouvez voir sur votre droite. Voilà, je peux rentrer dans les détails évidemment si besoin. Alors, si on cible cet objectif de moins 65% qui a déjà été est largement évoqué pour les UTS à l'objectif 2030, on peut estimer que la révision de ce facteur linéaire de réduction devrait être à minima à 3,15%. Pour rappel, aujourd'hui, nous sommes sur un facteur linéaire de 2,2%. Donc, ça serait une révision assez significative en considérant évidemment le départ du Brexit, le départ des installations du Royaume-Uni et ce qui équivalerait à une réduction chaque année des émissions de 61 millions de tonnes par an avec cette nouvelle révision. Autre sujet, c'est l'inclusion des nouveaux secteurs. Quels candidats? Il y a plusieurs sujets, plusieurs propositions sur la table avec le transport maritime, l'aviation internationale, le transport routier, le bâtiment. Le transport maritime semble être aujourd'hui, et on va évoquer, j'imagine ça dans le débat, l'option la plus probable. Sur le transport routier bâtiment, pour ma part, enfin, de l'incertitude par rapport à ce qui pourrait être proposé. Néanmoins, je notais une évolution dans le discours de la Commission européenne où, quand on parle d'extension des UTS, ce n'est pas forcément une inclusion de ces secteurs dans le dispositif UTS, mais il y a aussi des discussions qui seraient sur l'établissement d'un ETS, d'un système d'échange de quotas distinct peut-être pour ces secteurs-là. Autre sujet, c'est la question évidemment des allocations de quotas gratuits et l'introduction, la mise en place de ce nouveau dispositif qui serait le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est pas nouveau que d'imaginer que cette allocation gratuite va s'épuiser puisque dès le départ en 2005, on savait que
à l'horizon 2030, ce dispositif devait se réduire, voire disparaître. Cette proposition de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières est sur la table. Il y a un certain nombre d'orientations et je laisserai députée Madame Chabot évoquer sans doute aussi ce sujet, les décisions qui ont été prises en commission en vie au Parlement en février, mais néanmoins, il y a un certain nombre de questions qui restent à résoudre. Les secteurs qui seront couverts, d'après des informations fuitées hier, il y aurait 6 secteurs qui pourraient être couverts par ce dispositif. Quelle forme pourrait prendre d'après des discussions? Ça cheminerait plutôt à un dispositif complémentaire à l'EUTS sous forme de taxes aux importations. Voilà. Et comment on va pouvoir faire cette transition pour réduire le nombre de quotas gratuits jusqu'à la mise en place complète de ce dispositif pour les secteurs qui sont concernés. Voilà, un certain nombre de questions. Il y a des questions. Pardon Émilie, Oui, puisque oui, nous bien sommes sûr. entre nous et que aucune information ne sortira de cet atelier, est-ce qu'on peut rappeler les 6 secteurs qui ont été évoqués, notamment par Yannick Jadot hier? Alors, c'est 6 secteurs de la grande industrie. Je n'ai pas la liste exacte des 6 secteurs sous les yeux. Si vous j'imagine, si vous me posez la question, c'est que vous les avez. Oui, mais moi, je ne suis qu'un animateur. D'accord. Écoutez, je n'ai pas lu entièrement la liste. Où est-ce qu'il est mon document? J'ai pas en fait, il faudrait que je regarde sur le document que j'ai reçu, mais comme je vous projette l'écran, je ne sais pas si D'accord, je consulte. on verra ça plus tard. Voilà, désolée. Hem, voilà, donc ça, c'est sur, on reviendra sur les 6 secteurs. Il y a d'autres, d'autres sujets, dans cette révision qui pourraient être adressés, notamment en lien avec l'utilisation des revenus, puisque sans surprise, plus, le prix monte, plus il y a de quotas, mis aux enchères et plus il y a de revenus et donc là, on est sur un sujet qui est de plus en plus politique, de savoir comment on va utiliser. Plusieurs possibilités. Est-ce qu'on renforce, le rôle de ces financements sur les fonds de modernisation d'innovation? Comment on répartit ces revenus au sein des États membres? Il y a la question des coûts indirects, ça fait beaucoup de sujets, donc je ne peux pas rentrer forcément trop dans le détail. Et puis, il y a la question aussi à venir des revenus générés justement par ce mécanisme d'ajustement aux frontières qui pourrait être imposé sur les 6 secteurs qu'on va rediscuter ensuite. Sujet très important, c'est cette réserve de stabilité de marché. On avait prévu de la réviser, mais l'ambition de cette révision devrait être accrue, notamment pour revoir certains de ces paramètres. Alors, d'une part, pour être aligné avec cette ambition de moins 65%, et puis par ailleurs, évidemment, cette année 2020, avec la forte chute d'émissions suite à cette année très, très particulière liée au Covid, on va avoir aussi un effort supplémentaire à faire pour absorber les quotas qui n'ont pas été utilisés et qui pourraient, qui vont augmenter à nouveau l'excédent et qui réduirait l'effort qui a été fait, le bénéfice de cette MSR de ces 2 dernières années. Donc un certain nombre. Est-ce qu'on peut faire, Émilie, un tout petit point sur cet excédent? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et de combien les quotas non utilisés en 2020 pourraient l'augmenter? Alors on a 1,3 million encore en excédent. 1 million? 1,3 million. Alors je vous ai présenté des chiffres, D'accord, vous avez pardon. là, regardez. Ici, hop, voilà. Donc ça, c'est l'évolution. On est quand même parti de très haut, hein, C'est plutôt 1 milliard, non? 1 milliard, pardon, Oui. excusez-moi. 1,3 milliard, voilà, à l'heure actuelle. Hem Et les émissions, donc là, on n'est que sur des données 2019, des premières estimations sur c'est des chiffres qui vont être publiés sous 3 semaines par la Commission européenne en termes de données émissions. Nous, on estime qu'on est autour de 10%, entre 9 et 12%. Donc évidemment, le volume l'excédent devrait augmenter de manière similaire. Voilà. J'en étais là. Voilà, donc les paramètres, on peut revenir aussi sur le sujet qui pourraient être modifiés dans cette révision sur la stabilité de marché. Et puis un point qui me semble quand même d'intérêt à discuter dans cette révision, qui n'est pas forcément clairement fléché par la Commission européenne, mais c'est de savoir aussi au-delà de 2030 quel rôle on va attendre de cet EUTS. Quel est l'objectif après, comment il va traiter un certain nombre de sujets qui, pour ma part, semblent très importants sur la question des technologies à émissions négatives.
Ce sujet est évidemment à traiter. Est-ce qu'on parle aujourd'hui des fonds d'innovation au sein de l'IUTS qui adressent surtout des sujets liés à des technologies innovantes bas carbone sur les énergies renouvelables, mais est-ce que le CCS qui va et doit jouer un rôle important pour atteindre cet objectif de neutralité carbone va être davantage soutenu et priorisé dans des instruments adossés à l'IUTS? Il y a la question de l'effort climatique collectif, hein, au niveau international. Et évidemment, on voit qu'il va falloir aussi comparer ces efforts climatiques avec d'autres pays, et que cette comparaison va être de plus en plus importante pour ajuster toute la politique européenne. On a un article 30 dans la directive qui devrait être opérationnalisé de manière plus efficace. Et puis la question de la flexibilité, de l'efficacité économique, avec notamment l'utilisation de crédits générés par des projets, alors que ce soit des projets domestiques, enfin en tout cas européens, ou des projets internationaux. Je sais que collectivement, on a un certain traumatisme avec ces projets, notamment avec les projets MDP et MOC du protocole de Kyoto qui ont fortement contribué à ce déséquilibre européen. Mais néanmoins, on a un certain nombre d'expériences, à la fois à l'international, mais aussi au niveau national. Et en France, on a par exemple le label bas carbone qui démontre l'intérêt de financer des projets dans des secteurs liés aux émissions négatives, le secteur agricole, le secteur forestier, qui pourraient être des candidats idéaux pour recevoir et bénéficier de ce type de financement. Voilà. Donc, comment ça pourrait être complémentaire, associé, adossé à l'IUTS? Ça, pour l'instant, c'est pas évoqué. Et voilà, c'est des sujets pour autant, pour ma part, que la révision pourrait inclure également. Voilà, je m'arrêterai là. Je pense avoir tenu le temps, mais je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, et notamment Petite sur les question secteurs. rapide. Est-ce qu'on parle ou pas de lien entre l'ETS européen et ses cousins, je pense aux cousins chinois qui devraient naître bientôt, peut-être des cousins américains, comme il en avait été question avec l'Australie il y a quelques années. Alors, ma lecture de la situation est effectivement qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation bien différente de ce qui a été celle de la réflexion sur le sujet de l'IUTS dans les années précédentes. Effectivement, au début des années 2010, l'objectif, c'était l'internationalisation de ce marché, la connexion à d'autres. Et donc, il y avait eu plusieurs initiatives jusqu'à la plus aboutie finalement avec l'Australie, mais avec la Californie, il y a eu un certain nombre de discussions, avec la Chine évidemment. Voilà, aujourd'hui, le contexte est totalement différent. On est plutôt sur un morcellement d'ambition plutôt une recherche de connexion, ce qui pourrait être très rapidement le cas dans les années à venir, hein. Mais aujourd'hui, l'Union européenne, après avoir été le très bon élève de la coopération internationale, justement avec ses crédits MDP et MOC, dans le cadre du protocole de Kyoto, se repositionne plutôt dans une diplomatie à l'international pour amener à ce que les autres États se dotent de politiques ambitieuses et similaires à l'ambition au niveau de l'Union européenne, et à conduire plutôt une action, on va dire, européenne, domestique, qui soit au renforcement de son dispositif. Et j'ai envie de dire que tant que l'Union européenne ne sera pas confortable avec une politique qui fonctionne et qui délivre des bénéfices, évidemment pour le climat au niveau international, mais avec des co-bénéfices économiques, notamment en termes de compétitivité sur le sol européen, elle ne va pas ouvrir cette réflexion sur l'extension du marché européen, qui est un sujet aussi hautement technique. Et sur certains sujets techniques, il reste encore un certain nombre de questions et de sujets, de problèmes à résoudre. Merci, Émilie. Je passe tout de suite la parole à Diane Strauss, la directrice du Bureau français de transport et environnement. Êtes-vous avec nous? Oui. Oui, bonjour. Je vais vous partager mon écran aussi. Moi, je vais vous parler de l'équilibre entre la répartition de l'effort et la création, la répartition de l'effort et l'ETS. Quels secteurs vont dans quel pilier? Alors, je vous partage juste mon écran. Est-ce que tout le monde voit bien? Ça marche. Très bien. Alors, donc, l'architecture climat jusqu'à présent était vraiment basée sur deux piliers. L'un était le marché quota carbone qu'on appelle EUETS, qui s'applique aux installations industrielles et aux grands acteurs de l'électricité et de l'industrie lourde.
Et de l'autre côté, la réglementation sur le partage de l'effort s'applique au pays et à des secteurs plus particuliers, le transport terrestre, puisque le maritime et l'aviation sont dans l'ETS, le bâtiment, l'agriculture et la petite industrie. Sachant que le transport terrestre et le bâtiment représentent vraiment la majorité de cet effort d'objectif national. Pour vous donner une idée, la France doit réduire 40% de ses émissions dans l'ensemble de ces secteurs d'ici à 2030 comparé à 2005 pour le moment. Donc, dans le cadre de la révision et du rehaussement de l'objectif européen climat de moins 55%, la Commission européenne propose de revoir cette architecture climat et ouvre plusieurs options sur la table, 3 options en l'occurrence dans le European Climate Target Plan, dont je n'ai pas la traduction française, donc je m'excuse. Voilà, les 3 options considèrent la création d'une forme d'ETS pour le transport routier et le bâtiment. Dans ces 3 options, 2 considèrent une suppression partielle ou totale des objectifs nationaux et du règlement sur le partage de l'effort. Donc, autant dire que pour les associations, et c'est assez consensuel parmi les associations, ces 3 options sont très problématiques. Pourquoi ? Parce que réduire les objectifs nationaux ou carrément les supprimer dans les politiques du transport et du bâtiment, ça signifie un ralentissement des mises en œuvre et des efforts au niveau national. Des efforts qu'on a vus ces dernières années et qui ont porté leurs fruits, comme les investissements dans les infrastructures, les pistes cyclables, les zones à faible émission, investissements dans les transports publics, dans les infrastructures de recharge et la rénovation des bâtiments. Tout ça sont des politiques d'investissement de la part de l'État, faites parce que l'État a cette responsabilité de réduire ses émissions. Il en est de même pour la fiscalité. L'installation du bonus-malus CO2, du malus poids et de la prime à la conversion ont été autant d'activités qui visent à décarboner les transports terrestres. Les efforts réglementaires européens sont aussi un enjeu puisque adopter des normes européennes de CO2 élevées et contraignantes pour les acteurs économiques et notamment les constructeurs signifie pour l'État diminuer le poids et la charge de sa responsabilité pour décarboner le secteur du transport. Donc on sent bien que n'avoir pas d'objectifs nationaux, ou peu, en tout cas pas dans les secteurs du transport et du bâtiment, ça signifie un ralentissement et des politiques nationales d'investissement, et des fiscalités, et des politiques européennes adoptées. Donc ça, c'est très, très problématique. L'autre raison pour laquelle on pense qu'un ETS étendu est dangereux et inefficace, donc là, je vais peut-être clarifier, 2 options sont sur la table pour la Commission européenne. La première option, c'est de mettre le transport routier et le bâtiment avec les autres secteurs dans un ETS commun. Là, le problème qu'on voit à un ETS commun, c'est que le secteur des transports est très compliqué à décarboner, puisque ce seront les fournisseurs de carburant qui seront responsables de décarboner leur carburant. Et qu'en réalité, ce qui va se passer, c'est que le poids de la réduction va se reposer sur les autres secteurs, notamment l'électricité et les industries. Et quand on fait un certain nombre de modélisations, ce qui a été fait par Transport et Environnement, on voit qu'en fait, le transport est le dernier à faire des efforts de décarbonation puisqu'il se repose sur les efforts des autres et qu'on obtient environ 10% de réduction de CO2 en 2050 et rien en 2030. Donc, on voit que vraiment au niveau du climat, créer un ETS commun qui intègre le transport routier n'est pas réellement efficace. C'est inefficace et pour nous socialement injuste puisque en fait, cette idée de mettre un prix au transport routier, ça signifie en fait faire porter la charge de la transition sur les conducteurs, puisque ça augmente le prix du carburant. Et donc, plutôt que de mettre le poids de la transition sur les États ou sur les constructeurs, comme on le fait avec les normes de CO2, un prix du carbone va mettre le poids sur les usagers, les conducteurs. Et on estime qu'on arriverait pour atteindre les objectifs, les anciens objectifs,
à une augmentation d'à peu près 20 centimes de litre à travers l'Europe, qui toucherait aussi bien les Français que les Polonais, les Tchèques, etc. Donc on sent bien qu'il y a un enjeu social dans le fait de mettre un prix au carbone pour le transport routier et que dans le cadre d'un ETS étendu, il y a une vraie question d'efficacité au niveau climatique. J'aimerais aussi revenir sur la proposition d'un ETS routier spécifique et séparé, dont a parlé ma collègue juste avant. Cette idée, en effet, est en train de se généraliser. Alors, l'idée serait de créer un prix du carbone séparé, spécifiquement ciblé sur le transport routier et peut-être seulement sur le transport routier de marchandises. Donc, pour bien comprendre ce que ça implique, je voulais revoir avec vous comment fonctionne le marché, la réglementation sur le partage de l'effort, l'ESR. Donc là, je m'excuse pour la qualité des graphiques, je dirais c'est tout chose sortie du four, ce n'est pas vraiment encore passé par les équipes graphiques, etc. de TNI, donc voilà, ça vous met, mais je pense que c'est une bonne base pour bien comprendre. Donc, l'ESR, ce qu'on appelle l'ESR, c'est l'Objectif National France. D'ici à 2030, c'est cette boîte verte cyan qu'on voit à gauche. En fait, pour atteindre cet objectif, il y a plusieurs outils. Les réductions domestiques, nationales dans le transport et le bâtiment dont on a parlé avant, les réductions dans les autres secteurs tels que l'agriculture et les déchets, et puis toutes les mesures européennes qui vont être adoptées au niveau européen, telles que les normes de CO2. Et donc, la question, c'est plus on adopte, par exemple, de normes de CO2 contraignantes, moins l'État national, la France, va avoir à faire d'efforts de façon nationale pour réduire ses émissions. Maintenant, si on rajoute un ETS routier là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire? On rajoute un ETS routier, on met un prix sur le marché du carbone. En fait, ça vient rajouter un outil, je dirais, dans le panel d'outils des mesures européennes, tels que les standards de CO2. Mais en fait, ça vient se mélanger. Il sera très difficile de savoir si ces mesures viennent des objectifs nationaux, viennent des politiques nationales ou viennent du prix du carbone. Donc, on est dans cette espèce de mélange, de fongibilité des mesures, avec un outil de plus à sa ceinture pour réduire les émissions. Donc, si on met en œuvre un ETS routier avec un prix capé, avec un cap, on a ces outils-là, mais finalement, si on n'augmente pas l'objectif national, on utilise l'ETS routier comme un moyen d'atteindre son objectif national de base, qui était de 40% pour la France. Et on réduit un peu la part des mesures domestiques qui étaient prises, puisque finalement, on a un outil de plus qui est possible. Donc, en fait, ce qu'on voit bien, c'est que cette option numéro 1, de ne pas rehausser les objectifs nationaux et de créer un ETS séparé, ne correspond pas à l'ambition de réduire 55% des émissions d'ici à 2030. Pour réduire 55% des émissions d'ici à 2030, il faut augmenter l'objectif national dans le cadre du règlement sur le partage de l'effort, de l'ESR, et ajouter à notre ceinture cet outil du prix du carbone capé. Si on ne voulait pas caper, si on ne veut pas rehausser l'objectif national, parce qu'on considère que c'est compliqué, il faudrait décider que l'ETS routier est l'outil principal de compliance, de conformité des États, et qu'il n'y a pas de cap au prix. Donc, le prix peut aller jusqu'à 200, 300, 400 euros pour atteindre cet objectif de 55% de réduction. Et en plus et en complément de cet ETS routier, les États peuvent décider de prendre un certain nombre de mesures nationales de manière volontaire. Et donc, on sent bien la tension sociale qu'il y a dans cette dernière option, d'avoir un ETS qui serait l'outil privilégié de conformité, parce que ça veut dire ne pas mettre de cap de prix et donc de laisser finalement s'envoler les prix du carburant et les prix du chauffage si on intègre le bâtiment à ce dispositif. Et donc, on sent bien la difficulté à mettre en œuvre socialement ce mécanisme. Et c'est probablement pour ça que la France, dans la réponse à sa consultation à l'architecture climat, privilégie le scénario du milieu, plutôt le scénario numéro 2, en expliquant
qu'il faut rehausser les objectifs nationaux. On ne peut pas faire l'économie de ce rehaussement des objectifs nationaux, qu'il est possible de rajouter un ETS séparé, mais avec beaucoup d'attention parce que ce qu'on observe en Allemagne, qui a mis en œuvre un mécanisme de prix du carbone pour le transport routier, c'est qu'en fait, les pays payent généralement des mesures compensatoires aux transporteurs pour leur éviter de subir en fait une distorsion de compétitivité. Donc, il faut en plus s'assurer, si on crée un prix du carbone, qu'il n'y ait pas de mesure nationale de compensation derrière. Voilà, donc tout ça explique la complexité finalement de créer cette ETS, ce prix du carbone européen pour la route séparé. Il est encore très difficile de savoir vers où on va, puisque l'Allemagne est très en faveur d'un mécanisme comme ça. Je vous remercie et je prendrai vos questions avec plaisir. Je voulais juste vous spécifier aussi que je devrais partir à 11h50. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc, on va faire vite. Voilà. Merci Diane pour cet éclairage précieux. Vous avez plusieurs fois mentionné effectivement l'enjeu social de ces tarifications du carbone. Je crois que ça va être un des arguments force du discours de Dimitri Vergne. Dimitri, vous êtes chargé des questions environnementales, énergétiques et d'économie circulaire au sein du Bureau européen des associations de protection des consommateurs, le BEUC. Et effectivement, vous suivez plutôt les questions de réforme de l'ETS sous l'angle social et sociétal. Oui, merci à tous, bonjour. Quelques mots sur le BEUC peut-être pour vous dire ce qu'on fait à Bruxelles d'abord. Donc on est l'association en effet qui représentons toutes les organisations nationales de protection des consommateurs, comme UFC Que Choisir en France, Altro Consumo en Italie et leurs équivalents un peu partout en Europe. Donc notre rôle, un peu comme Transport et Environnement à Bruxelles ou à Paris, c'est de faire du lobbying au nom des consommateurs auprès des institutions européennes. Donc, pour venir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, moi, dans le prolongement de ce que vient de présenter Diane de Transport et Environnement, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on pense, nous, associations de consommateurs, que l'extension de ETS, donc du marché du carbone, au secteur du transport routier, pas maritime, dont va nous parler Madame la députée, si j'ai bien compris, mais bien routier, et du secteur des bâtiments est une fausse bonne idée. On a publié un papier là-dessus il y a quelques jours. Et puis ensuite, ce que j'essaierai de faire, c'est de vous présenter aussi rapidement, toujours dans le prolongement de ce qui a été fait déjà, les alternatives qu'on propose à l'extension de TS, bien sûr. Alors, ça a été présenté, mais on pense en effet que l'extension de ETS au transport routier et au bâtiment risquerait d'avoir des conséquences financières vraiment négatives pour les consommateurs, à commencer par les consommateurs les plus précaires et les plus vulnérables. Ça a été dit, par exemple, il y a eu une étude de l'ICCT, cette organisation qui a contribué à révéler le scandale du Dieselgate et de Volkswagen il y a quelques années. ICCT a fait une étude pour comparer le prix qu'il nous aurait fallu avoir pour ETS pour atteindre le même niveau de réduction des émissions de l'industrie automobile entre 2015 et aujourd'hui. Et la conclusion, c'est que la tonne de CO2 aurait dû coûter 370 € contre environ 40 aujourd'hui. Et que ça se serait traduit par une hausse du prix du carburant de l'ordre de 250 € par an pour le conducteur moyen qui fait environ 15 000 km à l'année. Donc vous imaginez, dans le contexte des gilets jaunes, le choc sur le portefeuille des consommateurs et notamment de ceux qui sont les plus vulnérables. D'ailleurs, cette question de l'impact distributif, comme on le dit un peu dans le jargon académique, du prix du carbone et de l'extension d'ETS sur les consommateurs, il a été pris en compte dans les études d'impact de la Commission. Et la Commission européenne reconnaît que c'est un enjeu qu'il faut traiter. Il y a plusieurs options sur la table et la Commission explique que l'une des options serait d'utiliser une part des revenus d'ETS
pour organiser des mécanismes de compensation. Donc, reverser une partie de l'argent, par exemple, aux consommateurs les plus affectés par la hausse des prix. Le problème de cette mesure, c'est qu'on craint, et Émilie l'a présenté un petit peu, les revenus d'ETS sont distribués entre différents usages, le fonds de modernisation, des aides aux pays qui sont les moins avancés en matière de réduction des émissions, etc. Et nous, ce qu'on craint, c'est que l'idée de la redistribution soit présente, mais qu'elle soit sacrifiée au moment de la négociation entre le Parlement et les États membres sur l'autel d'autres intérêts qui sont tous très légitimes d'ailleurs, hein, comme la requalification des travailleurs qui perdent leur job à cause de la transition énergétique ou l'aide aux pays les moins avancés. Donc au final, les consommateurs soient la partie, le segment perdant de cette négociation de boutiquier un petit peu. La deuxième principale raison pour laquelle on est opposé à l'idée de l'extension d'ETS ou à la création d'un ETS séparé au transport routier et au bâtiment, c'est qu'en fait, on se rend compte que la demande des consommateurs est assez dans ces deux secteurs et inélastique. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous augmentez le prix que nécessairement les consommateurs vont changer ou modifier leur comportement. Pour une très simple raison, c'est que quand vous habitez, par exemple, pour prendre le cas des transports, dans un pavillon et que vous êtes à 40 km du lieu de votre travail, qu'il n'y a pas de transport public, de bus ou de piste cyclable, vous êtes contraint d'utiliser la voiture dans vos déplacements et donc vous êtes prisonnier de ce modèle de consommation. Donc, vous pouvez augmenter le prix, ça ne va pas changer. Vous êtes condamné à payer plus sans avoir l'opportunité de changer. Même chose dans le secteur des bâtiments. La rénovation énergétique de votre maison ou de votre appartement, elle ne dépend pas seulement de vous. C'est un investissement très fort en capital initial. Si vous êtes locataire, vous êtes soumis à la décision de votre propriétaire. Il y a beaucoup de choses qui font que si on augmente le prix, les consommateurs vont pas forcément changer leur comportement. La dernière raison, donc ça c'est disons que l'effet induit par la hausse des prix sur les comportements n'est pas donné sur ces deux secteurs. Dernière raison, c'est qu'on pense que cette extension, et Diane l'a déjà un petit peu abordé, cette extension de ETS au transport routier et du bâtiment, elle risque d'utiliser du capital politique qui va être retiré à d'autres initiatives qui ont porté leurs fruits. Les initiatives sectorielles comme la réglementation européenne sur les baisses des émissions de CO2 de l'industrie automobile, la rénovation énergétique des bâtiments, la révision de la directive efficacité énergétique, etc. Toutes ces initiatives-là qui ont déjà commencé à porter leurs fruits, dont on sait que la Commission, si elle prend cette option de présenter ETS, a déjà dit qu'elle ferait de toute façon ces révisions, c'est-à-dire qu'elle proposerait en parallèle des initiatives sectorielles et des mesures sectorielles plus fortes. Mais ce qu'on craint, c'est que de nouveau, au moment du jeu de la négociation politique, l'un soit joué contre l'autre et que l'industrie automobile, par exemple, dise l'effet, le signal prix va contribuer fortement au changement et à la réduction des émissions. Donc, ne nous imposez pas des targets ou des cibles de réduction trop importantes parce qu'on a ce mécanisme complémentaire qui devrait jouer à plein son rôle. Donc ça, on le craint. Donc, ce qu'on risque d'avoir, c'est une double peine, c'est-à-dire des consommateurs qui sont coincés dans un modèle de consommation, qui payent plus cher et qui n'ont pas les alternatives aux modes de transport et aux modes de chauffage les plus polluants. Alors, qu'est-ce qu'on propose en alternative à cette extension de TS? Vous l'aurez compris dans le creux de ce que j'ai dit sur les mesures sectorielles. On propose un renforcement significatif des mesures comme la réglementation européenne sur les baisses d'émissions de CO2 de l'industrie automobile, un objectif renforcé d'efficacité énergétique au niveau européen, des primes pour les consommateurs pour la rénovation énergétique des bâtiments qui sont compliquées à mettre en place mais qui doivent être déployées plus largement. Bref, tout un panel de mesures qui conduisent à modifier l'offre et non pas la demande et donc faire en sorte que le marché évolue dans la bonne direction.
En parallèle de ça, on n'est pas contre ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire qu'une association de consommateurs, on pourrait dire, vous êtes la critique qu'on pourrait nous faire, c'est que vous êtes absolument contre le signal prix et vous voulez pas que le consommateur change son comportement et par le biais du prix. Nous, on dit que c'est possible et qu'il faut en effet mieux intégrer le principe du pollueur-payeur dans nos politiques en général, et notamment la taxation du carbone, mais que l'ETS est le mauvais outil pour faire ça. Donc, plutôt que TS, on pense que les taxes carbone nationales, comme ce qui est fait en Suède ou la France, même si le débat était compliqué, bien sûr, il y a 2 ans, sont le meilleur outil pour ça, parce que ces mesures de redistribution seront plus faciles à mettre en place. Et je pense que si vous prenez le cas français, si après la présidentielle, un politique s'engage à remettre sur le métier la taxe carbone, il le fera en mettant tout de suite en place des mesures de compensation et de redistribution pour accompagner le changement. Et donc, on renforce l'acceptabilité politique de la mesure. Voilà ce qu'on propose pour le dire rapidement. Merci Dimitri. Vous êtes mûr pour rentrer dans le prochain contingent conventionnel pour le climat qui ne manquera pas d'être organisé à l'issue des prochaines présidentielles en France en tout cas. Dernière chose, nous allons évoquer maintenant l'inclusion du transport maritime. Madame la députée Catherine Chabot, c'est un sujet que vous suivez évidemment avec attention. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire maintenant ? Écoutez, d'abord, merci encore une fois de votre invitation. Moi, je voudrais d'abord faire un petit préambule. Je n'ai aucune compétence spécifique sur l'ETS. Moi, j'ai accepté, après l'avoir refusé 3 fois, ce mandat de député européen parce que pour moi, l'Europe est le bon échelon pour tous les sujets sur lesquels je m'investis depuis que j'ai arrêté la course au large. C'est-à-dire depuis 18 ans, c'est, on va dire, la préservation de la mer et du littoral en particulier, mais plus largement les questions de développement durable. Et puis pour la petite histoire, moi j'ai un passé de journaliste, puisque ça a été ma formation et mon métier pendant quelques années. Et dans les années 2006, j'ai tourné des documentaires sur le développement durable. Je ne sais pas, il y a beaucoup de jeunes parmi vous, mais je ne sais pas si les plus anciens s'en souviennent, mais il y a 20 ans, même encore 15 ans, on parlait beaucoup des problèmes et jamais des solutions. Et voilà, j'ai tourné ces documentaires sur… moi, ce qui m'intéresse depuis 18 ans, c'est les solutions. Et ces dernières années, sans revenir complètement sur mon parcours, mais j'ai notamment, indépendamment avant de prendre des fonctions ministérielles de délégué à la mer et au littoral, j'ai piloté pendant plusieurs années un projet on dirait aujourd'hui de décarbonation du secteur de la plaisance. C'était un projet de voilier du futur et j'ai répondu à un appel à projet sur le navire du futur. Donc, j'ai beaucoup suivi ce qu'en France, les acteurs ont essayé de faire pour réduire globalement leur impact sur la mer et sur la planète, et plus spécifiquement au travers des innovations. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vision globale. D'avoir aussi une vision globale quand on parle des objectifs climatiques. Moi, je ne peux pas les dissocier des objectifs de perte de retrouver, de reconquérir la biodiversité. Et cette vision en silo véritablement me pose un problème. On a beau avoir une politique maritime intégrée, et je le dis pour le maritime, mais c'est vrai pour beaucoup de sujets, c'est malheureusement, vous voyez là, on parle d'un objectif très spécifique, la réduction des émissions de CO2. Je n'ai pas entendu parler de préservation, aussi, et peut-être que ça a été évoqué une fois, des écosystèmes. Or, on doit en même temps, et les écosystèmes participent véritablement à la préservation du CO2. Quand tout à l'heure, quelqu'un évoquait la séquestration du carbone, en ce moment, j'essaie, moi, de promouvoir en commission environnement l'intégration dans les objectifs climatiques du carbone bleu. Le carbone bleu, c'est 3 écosystèmes. D'abord, l'océan, c'est quand même la moitié de l'oxygène que l'on respire. Hein, et il capte 1/4 de nos émissions de CO2. Et quand j'entends parler de séquestration au Parlement ou de la bouche de la Commission,
J'entends parler de séquestration, bien évidemment, par les écosystèmes, mais quand on parle de l'océan, on pense surtout à l'absorption, enfin à la géo-ingénierie, alors que les écosystèmes les plus productifs sur la planète, c'est les mangroves, c'est ce qu'on appelle aussi les marais salés ou les marais salants et les herbiers. Et bien évidemment, le plancton qui participe à… Alors, le plancton n'est pas dans le blue carbone parce qu'on n'est pas en capacité de mesurer sa productivité, si ce n'est de dire que c'est la moitié de l'oxygène que l'on respire, tout ça. Mais voilà, et qu'un écosystème, pour conclure sur mon introduction, un écosystème qui est en mauvaise santé, notamment une mangrove qui va être polluée, va non plus capter de manière massive, mais émettre. Donc, il y a véritablement voilà, c'est un petit préambule que je fais et dont je reparlerai quand on parlera un peu plus loin de ce que l'on a voté dans la commission environnement. Alors, rappelez, puisque vous l'aviez demandé rapidement, mais je pense que tout le monde connaît le processus européen législatif, la Commission européenne qui présente une proposition législative au Conseil et au Parlement européen. Et donc, la réforme de l'OTS, Émilie nous l'a rappelé, c'est attendu pour juin 2021. Le Conseil et le Parlement adoptent respectivement leur position. Et puis ensuite, via des amendements au texte, et ensuite, les deux institutions les trois institutions se retrouvent en trilogue. Le focus sur l'ETS transport maritime, nous attendons, comme je viens de l'évoquer, le texte en juin, mais toutefois, le Parlement européen l'a déjà demandé en amont de la législation européenne, notamment dans le rapport sur le MRV, le Monitoring, Reporting, Verification. C'est un texte législatif sur les émissions, le monitoring des émissions de CO2 du transport maritime. Et c'est un texte qui datait de 2015 et que la Commission voulait réviser au regard de l'adoption par l'Organisation maritime internationale d'objectifs. Et aussi avec l'ambition de réduire les questions administratives pour les armateurs, etc. Et de trouver un peu de la convergence sur les deux textes. Un petit rappel, mais je pense que ça, c'est des sujets, des notions que vous avez. 90% des marchandises transitent par la mer. Ce que vous avez autour de vous, 90% des objets que vous avez dans votre pièce, là tout de suite pendant qu'on parle, sont passés par la mer. Le transport maritime représente 3% des émissions de gaz à effet de serre en Europe et devrait voir ces émissions augmenter de 90 à 130% d'ici 2050. Donc ça, c'est absolument colossal. Donc les conséquences, bien évidemment, le transport maritime, ça n'a échappé à personne, participe au changement climatique. J'insiste aussi sur le fait qu'il participe aussi à la perte de biodiversité. Et donc, les pollutions sur l'océan, sur l'air, se font au travers à la fois des émissions, mais aussi les dégazages, les rejets des eaux de ballast, d'hydrocarbures aussi dans les ports, des métaux lourds, de produits chimiques, et puis aussi les containers qui sont perdus en mer ou les collisions avec les cétacés. Donc le risque, il est vraiment global. Alors qu'a-t-on adopté déjà sur le MRV? Un objectif de réduction des émissions de CO2 de 40% d'ici 2030. Et alors, on a eu beaucoup de débats sur l'année initiale. Pour l'instant, on n'a pas fixé d'année initiale. Moi, je suivais la rapporteure verte allemande sur l'idée qu'il fallait une référence plutôt à 2018, puisque on est capable, le MRV ayant été lancé en 2015, on est capable déjà d'avoir du retour d'expérience et des chiffres sur les années 2018-2019, sur les premières émissions collectées. C'était une ligne rouge pour le PPE, pour la droite du Parlement. Donc, pour l'instant, dans le texte, on a laissé ouvert, on n'a pas mis d'année de référence. Le PPE, la droite préférant avoir une année de référence de 2008, comme l'a fixé l'OMI.
On a aussi donc demandé l'inclusion, et donc ça a été voté, l'inclusion du transport maritime dans l'ETS, on l'a rappelé, mais aussi la rapporteure proposait la création d'un fonds de décarbonation pour accompagner le secteur maritime dans la transition. Et finalement, moi, j'ai amendé pour que ce soit, moi, je soutiens complètement l'idée d'accompagner le secteur, hein. Je pense que c'est, pour l'avoir vécu pendant quelques années, c'est pas facile et il faut accompagner, vraiment, il fallait accompagner le secteur. Mais aussi, moi, j'ai dit qu'il fallait que ce fonds, j'ai proposé un fonds bleu, qui finalement, on a baptisé le fonds Océan, qu'il y ait une part de ce fonds pour la restauration des écosystèmes et notamment la création, enfin le management, la gestion des aires marines protégées. Vous savez que l'Europe a un objectif de 30% d'aires marines protégées avec 10% de zones de haute protection. Et la problématique, c'est que c'est bien de créer des aires, mais si on n'a pas les moyens de les gérer, ça ne sert à rien. Or, les aires marines protégées aussi contribuent à la réduction à la résilience et à l'atteinte des objectifs climatiques. Finalement, donc ce fonds océan sera abondé pour 50% des revenus de l'ETS maritime, sachant que vous avez bien en tête que dans le cadre du plan de relance, le Parlement européen demande que les revenus de l'ETS abondent dans les ressources propres, que l'Europe se dote de ressources propres. Et donc, il a juste fallu que je négocie un petit peu avec mes petits camarades j'ai pas été la seule. Le problème, c'est que si on ne flèche pas à un moment une partie des revenus sur le maritime étant vraiment le parent pauvre et l'océan étant le parent pauvre, on va dire, des politiques publiques européennes, je pense qu'il n'y aurait pas eu grand-chose pour financer la décarbonation du secteur. Donc, il y a, voilà, et puis, alors, autre chose aussi, on a demandé que, oui, sur les 50%, 20% viennent à la protection des écosystèmes. On a donc aussi voté pour un objectif zéro émission à quai d'ici 2030 pour rendre les ports, parce qu'il y a l'idée, c'est de réduire les pollutions dans les ports et donc de développer le branchement à quai. On demande aussi à la Commission de travailler à l'élargissement des zones CK-NECA, vous savez, les zones de basse émission de soufre, d'oxyde de soufre ou d'azote dans toutes les mers européennes, hein, puisqu'aujourd'hui, ça ne concerne que les mers Baltiques et mer du Nord. Et on a demandé aussi à la Commission de travailler à l'établissement d'un certificat d'efficacité énergétique pour les navires et un label du shipping. C'est une idée, moi, sur laquelle j'ai amendé. C'est moi qui l'ai poussée parce qu'en reprenant ce que en France, Surfrider Foundation Europe et les armateurs de France ont développé. Quelques remarques pour vous dire que ça va aller. J'ai écouté ce que disait Dimitri. Les armateurs français, parce que pendant le même temps, l'Organisation maritime internationale agit, mais pas à la vitesse que nécessitent les enjeux. Et c'est pour ça que l'histoire a montré que à chaque fois que l'Union européenne avait on va dire, devancer la législation, les décisions de l'OMI, ça avait poussé l'OMI à agir. Là, les armateurs français, ils demandent pareil, non pas l'ETS, ils ne veulent pas de l'ETS. Je parle des Français, mais je pourrais parler des autres aussi. L'Association européenne des armateurs ne veut pas de l'ETS, mais voudrait une taxe carbone. Et ça va répondre sans doute à une question. Moi, je posais la question parce que je n'étais pas dogmatique sur le sujet. La problématique de la taxe versus l'ETS, c'est qu'elle ne serait jamais votée par les États membres, où on a besoin encore aujourd'hui de l'unanimité. Elle ne ferait pas l'unanimité. Donc c'est comme ça que tout le monde considère que l'ETS est la solution. L'OMI, lui, a fixé un objectif
un double objectif sur les émissions, mais aussi sur les émissions par activité et sur le volume total des émissions de la flotte mondiale. Alors, voilà, un objectif, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, de moins de 40% par rapport à 2008. Et sur le second, sur la flotte mondiale, et de réduire le volume total des émissions de gaz à effet de serre annuelles d'au moins 50% en 2050 par rapport à 2008. Un mot aussi des fuites de carbone. On propose que lorsqu'un navire, ça c'est dans ce qu'on a voté, décharge une partie substantielle de sa cargaison dans un port hors de l'Union européenne pour ensuite entrer dans l'Union, cela soit retenu comme port d'escale et donc pris en compte dans le décompte des émissions. Voilà, de manière à éviter que finalement les ports, les navires déchargent en dehors de l'Europe. Voilà, juste un point aussi sur ma position. Moi, je pense qu'il y a un sujet qui est important, c'est qu'on a une opportunité avec la situation post-Covid, avec non seulement la mise en œuvre du Green Deal, mais aussi le plan de relance, quand même 750 milliards, de faire de l'Union européenne la championne des navires verts et de ne pas attendre. Vous savez qu'aujourd'hui, on achète nos bateaux de transport maritime plutôt aux pays asiatiques, qui aujourd'hui freinent l'OMI, alors que dans le même temps, ils sont en train de construire des navires plus verts. Et moi, je pense, alors, vous savez, vous avez peut-être entendu parler, et j'invite les journalistes de l'association, des journalistes pour l'environnement, d'aller s'intéresser, si ce n'est déjà le cas, au navire, au projet, vous savez, Canopé, qui va transporter les pièces de la fusée Ariane, les éléments de la fusée Ariane à Kourou. Et c'est un navire qui est à la fois qui sera propulsé au gaz et propulsé avec une propulsion d'ailes rigides. D'ailes rigides qui est équipé au passage mon navire du futur quand je menais ce projet il y a quelques années, des ailes rigides qui sont issues de la compétition puisqu'elles ont été créées pour la Coupe de l'Amérique. Et du reste, c'est très amusant de voir en France que nos grands marins comme François Gabard ou Michel Desjoyaux ont créé des bureaux d'études et travaillent aujourd'hui avec le secteur du transport maritime. Ça va intéresser aussi nos amis de transport et environnement, et vous tous, j'imagine. Et moi, je vais préparer un webinaire là en ce moment justement sur le transfert de technologies qu'on peut imaginer parce qu'on a énormément de choses à faire et à mon avis, pas qu'à développer des objectifs au travers de l'ETS. Donc, je pense qu'il y a une opportunité formidable pour relancer la construction navale, remettre de la souveraineté économique, réindustrialiser l'Europe. Ce projet, le projet, comment s'appelle-t-il, Canopé, il est conçu en France, construit par un chantier néerlandais en Pologne. Voilà, donc c'est déjà un projet qui est déjà européen. Voilà, et puis un dernier mot mais on reparlera, moi je ne suis pas une spécialiste, j'ai bien évidemment amendé le texte sur le mécanisme d'ajustement aux frontières. Et vous posez la question sur les 6 secteurs, mais c'est peut-être des sujets que vous allez réévoquer, ou sinon je les ai sous les yeux. Voilà pour mon intervention. Merci à vous. Merci Madame la députée. Nous allons passer tout de suite au jeu des questions-réponses. Il y en avait d'ailleurs une pour vous, Catherine Chabot. Est-ce qu'on va inclure aussi le transport fluvial dans la réforme de l'ETS, à votre avis, ou est-ce que pour l'instant, ce sera uniquement le transport maritime? Alors, pour l'instant, il s'agit du maritime, mais moi, j'amende beaucoup pour intégrer le fluvial aussi, mais pour l'instant, ce n'est pas prévu. Et j'ai amendé, mais ça a été aussi amendé en TRAN, enfin en commission transport. Vous savez que la commission transport, d'ailleurs, il faut bien le noter, c'est un sujet qu'on a, et on vote le texte la semaine prochaine. C'est que nous, on a fait, la commission environnement était compétente sur le MRV, et donc c'est nous qui avons piloté, mais on a fait un avis pour la commission transport, une opinion sur un rapport d'initiative de TRAN sur le transport plus vert, un transport plus vert en Europe et les transports plus propres. Et l'ETS n'a pas été inclus. Donc, on a un sujet quand même, et ce texte, voilà,
là, on a un sujet. Et donc, pour répondre à votre question, on a été nombreux à amender pour développer des axes fluviaux zéro émission. C'est-à-dire que quand on parle de branchement à quai, d'électrification des ports, il s'agirait aussi vous savez, il y a tout un sujet autour du report modal et de la relance du transport fluvial. Mais si c'est pour transférer les impacts sur les fleuves, c'est complètement absurde. Donc, l'idée, ce serait de développer un transport électrique sur les fleuves et d'électriser les ports, etc. Ça, c'est d'électrifier, pardon, pas d'électriser, d'électrifier les ports. Voilà. Mais pour l'instant, ça n'est pas compris dans la réforme. C'est pas intégré. Merci, Madame Chabot. Alors, autre question d'Olivier Descamps. Je crois que, Olivier, tu avais plusieurs questions. Allô, la Bourgogne. Oui, pardon, je suis là. Ouais. Oui, mais c'est juste une question. J'avais pas bien entendu la date. C'était pour c'était moins 40% d'ici combien Quelle est l'année de référence, c'est ça? Pour, pour la réduction des émissions du transport maritime, c'est moins 40%. Ce que a fixé l'OMI, c'est la date initiale, c'est 2008. Nous avions, et notamment en suivant les études réalisées par Transport et Environnement, je dis ça en regardant Diane, fixé plutôt, nous, demandé 2018. Parce que c'était cohérent, c'était juste du bon sens. Excusez-moi, ça c'était la date initiale, vous l'aviez expliqué, mais c'était la date finale juste que j'avais pas entendu pour 2030. On n'a pas fixé de date, c'est-à-dire qu'on demande une réduction de moins 40% sans fixer de date, en laissant la Commission nous faire une proposition. Ok, et juste, donc, mon autre question, c'était mais qui s'adressait à tout le monde à la rigueur, mais c'était sur les questions plus de fonctionnement institutionnel entre ETS et taxes. Comment vous avez parlé d'unanimité nécessaire pour la taxe et semble-t-il pas pour l'ETS, alors si j'ai bien compris. Oui, mais je pense que là, il y aura plus pertinent que moi pour répondre à la question. Je pense que Émilie ou Diane, enfin, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas d'expertise sur la fiscalité européenne, donc je vous laisse répondre. Sur le sujet fiscal, effectivement, l'unanimité est requise. Et d'où le fait qu'une taxe carbone n'est jusqu'à présent jamais passée. Alors que, si on repart dans l'historique, c'était justement la première proposition avant 1990, même d'imposer, de mettre en œuvre une taxe carbone au niveau de la communauté européenne. Voilà, donc ce qui n'est pas le cas sur la directive EU ETS. Si je peux me permettre de compléter, bien sûr. C'est vrai que c'est un sujet très compliqué et Madame la députée, vous avez raison de souligner que l'unanimité est un vrai frein et un obstacle pour le progrès sur ces questions-là. Ceci dit, la Commission a quand même prévu dans son paquet législatif de juin de remettre sur la table la réforme de la directive sur la taxation énergétique. Donc, même si ce sera un sujet éminemment complexe, il y a quand même un espoir d'aboutir à quelque chose. Il faut probablement pas abandonner le combat. Nous, la réflexion qu'on avait sur taxe versus ETS, c'est plutôt qu'avec la taxe ou les systèmes nationaux, vous avez plus de garanties en matière de mesures compensatoires. Par exemple, l'Allemagne a fait le choix d'un système marché du carbone national sur le routier et le bâtiment, en mettant en place des mesures qui sont probablement pas très satisfaisantes d'un point de vue environnemental. Diane en avait parlé rapidement, mais qui au moins intègrent cette dimension de la compensation et sociale pour les personnes les plus affectées. Dans le cas d'un ETS européen, notre crainte, c'est que la concurrence des différents intérêts aboutirait à un moins de 10 ans pour les mesures, par exemple, d'investissement d'infrastructures ou de compensation pour les personnes les plus vulnérables. Merci Dimitri. Nous avons un feu de questions d'Aurélie Barbeau de l'Usine Nouvelle. Oui, je veux bien les prendre en effet. Donc, en commençant par la dernière, peut-être pourquoi l'ETS bâtiment et routier supprimerait les mesures nationales. Donc, en fait, l'ETS routier et bâtiment serait un prix du carbone séparé. Donc, il y a deux choses. Il y a ce que va proposer la Commission européenne. Donc, si la Commission européenne
a émis l'hypothèse de réduire les objectifs nationaux, voire de les supprimer, pour les remplacer par un ETS. Donc, si c'est la Commission européenne qui définit l'architecture climat telle qu'elle, il n'y aura plus d'objectifs nationaux. Ce sera une mesure législative. Une autre option serait de conserver les objectifs nationaux tels qu'ils sont actuellement et de rajouter un ETS routier et bâtiment séparé. Et là, ce que j'essayais d'expliquer, mais qui est assez technique, c'est-à-dire qu'un ETS routier et bâtiment, donc c'est un prix du carbone, ça rajoute un outil à la ceinture des mesures possibles, mais ça va, disons, dédouaner les États d'essayer de remplir leurs objectifs nationaux, puisqu'ils se reposeront sur le prix du carbone pour essayer de réduire les émissions. Alors là, il y a deux options. Il y a une option, soit il y a un cap au prix du carbone, et donc on peut à peu près envisager combien d'émissions vont être réduites grâce au prix du carbone fixé, avec des modélisations, et l'État peut dire, OK, je fais des mesures pour arriver à la somme totale de ma réduction, moins ce qui va être réduit par l'ETS routier. Donc ça, c'est soit on ne met pas de prix à l'ETS routier, et dans ce cas-là, les États décident que finalement, c'est l'ETS routier qui va faire le travail, et puis les mesures nationales sont complémentaires. Voilà. Excusez-moi, moi, j'arrive pas à comprendre, donc c'est Aurélie Barbeau, j'arrive pas à comprendre l'ETS. On a 11 000 sites industriels très polluants identifiés, on sait où, ou 12 000, je ne sais plus, on sait où. Sur le maritime, on voit bien, il y a quelques grands transporteurs maritimes qu'on peut taxer, ou quelques grands bateaux. Enfin, c'est assez facile d'appliquer des quotas ou un système de quotas carbone. Pour ça, je n'arrive absolument pas à voir comment ça peut être transcrit dans le bâtiment ou dans le transport routier avec la multitude d'acteurs sur ce marché. Parce qu'un ETS, ce n'est pas juste une taxe carbone. Donc, vraiment, alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui peuvent m'expliquer. Et du coup, si vous pouvez répondre à la première question qui était celle de Valérie, c'est quoi ces 6 secteurs auxquels pourrait être étendu l'ETS? On a bien compris, il y a le transport maritime, mais les 5 autres, c'est quoi? Et voilà. Comment est-ce qu'on peut appliquer un ETS à des secteurs aussi diffus? Alors, peut-être des éléments de réponse, et je laisserai Dimitri compléter et Émilie s'ils ont envie. Tel que je comprends pour le secteur routier, en tout cas, l'achat de crédit va s'appliquer aux fournisseurs de carburant, tels que Total, par exemple. Total, en fonction du nombre d'hectolitres de pétrole vendu à la pompe par année, va devoir acheter un certain nombre de crédits carbone. La complexité, c'est que Total, en tant qu'entreprise distributrice de carburant, n'a pas énormément de choix pour décarboner son carburant. Soit elle le mélange à des biocarburants, et on sait qu'environnementalement, ce n'est pas du tout recommandable à cause de l'empreinte carbone des agrocarburants, soit elle change carrément de business model, ce qui est aussi en train de se passer, et se spécialise sur l'électricité. Mais on comprend bien que la décarbonation des hectolitres vendus n'est pas vraiment tout à fait possible. Aussi leurs efforts sur l'hydrogène, d'ailleurs. Oui, alors l'hydrogène, c'est encore autre chose, parce que l'hydrogène est 3 fois moins efficace que l'électricité. Donc, c'est vrai que tant qu'à faire de l'hydrogène, dans ce cas-là, autant proposer de l'électricité. En tout cas, pour tout ce qui est transport de particuliers, et l'hydrogène sera vraiment très utile pour le transport lourd, les transports maritimes, mais pas nécessairement pour même les petits camions. Donc voilà, donc on comprend bien que ces fournisseurs de carburant, ils seront plutôt tentés d'acheter une tonne du carbone peu cher que de faire un effort de changement de business model. Pour les autres secteurs, le bâtiment, je laisse les autres répondre. Je ne suis pas tout à fait sur le moment. Sur le bâtiment, c'est la même logique en fait. C'est-à-dire que c'est bien sûr que c'est diffus dans la consommation, mais il y a des gros fournisseurs d'énergie comme Engie dans le gaz de ville, Total pour les carburants. Donc, ce ne serait pas si compliqué de soumettre ces secteurs à ETS, et ce serait à ces entreprises en effet d'acquérir des droits à polluer sur le marché du carbone. Donc, ce serait
théoriquement pas très compliqué. Le problème, c'est que le prix serait renvoyé probablement totalement sur le consommateur, puisqu'en effet, les options de décarbonation sont pas énormes. Ensuite, vous posez rapidement la question de l'alternative européenne, puisque le sujet est bien un sujet européen. C'est ce qu'on a dit rapidement, c'est-à-dire que plutôt que TS, on a des mesures sectorielles qui ont déjà commencé à porter leurs fruits. Par exemple, si vous regardez de nouveau secteur routier, les cibles de réduction des émissions de CO2 de l'industrie automobile, elles sont fixées par un règlement européen qui impose à l'industrie de réduire ses émissions. Et là, pour la première année en 2020, on a vu un effet très fort sur le marché de ces cibles, puisque les constructeurs ont commencé à mettre beaucoup plus de voitures électriques sur le marché. Et donc, en fait, en renforçant ces mécanismes sectoriels, on assure une évolution du marché vers des alternatives zéro émission ou plus basse émission ou plus efficaces énergétiquement que ce que pourrait faire probablement ETS. Mais ça, c'est vrai pour les voitures particulières, mais quid du transport routier? Parce que moi, je pensais que c'était ça dont vous parliez. Parce que pour les voitures, on a bien vu que les limitations des émissions, c'était 10 fois plus efficace pour faire bouger les constructeurs et les États. Ouais. Mais il y a des cibles aussi sur les camions. Le transport routier, on est bien d'accord. Il y a des cibles sur. Alors, le transport routier, pour nous, c'est véhicules particuliers et le transport de fret, le camion. Et là, Diane pourra peut-être répondre mieux que moi, mais il y a aussi des cibles CO2 qui ont été adoptées il y a 2 ans sur les constructeurs de camions. Donc, moins fortes que celles de l'industrie automobile. C'était la première génération, contrairement à l'industrie automobile, qui a un peu plus d'expérience en la matière, mais il y a aussi la même type de réglementation qui s'impose au transport routier. Et donc, vous êtes tous là d'accord pour dire que ça suffit, c'est la bonne voie. Pour les normes de CO2 camions, on sait qu'elles sont quand même largement inférieures ou moins ambitieuses que ce que l'ont été les normes de voitures particulières. On espère qu'elles seront rehaussées, mais ce qu'on voit aussi, c'est globalement l'offre de constructeurs qui se développe très fortement pour aller vers l'électrification ou l'hydrogène et des nombreux constructeurs qui se sont engagés à décarboner leur offre d'ici à 2040. Donc on pense qu'il faut revoir les ambitions des camions de manière à s'aligner sur cet objectif-là. Voilà, ça sera très conditionnel aux négociations européennes, bien sûr, mais c'est vrai que c'est vraiment notre enjeu. Et oui, pour répondre à votre question, je pense qu'on peut dire que les normes de CO2, en tout cas telles qu'on les a vues appliquées sur les voitures particulières, ont été une des politiques industrielles les plus efficaces de la décennie. Vraiment, on a vu un shift complet. On arrive à 10% de vente de véhicules électriques en 2020. On a vu un réel effet de changement industriel incité par ces normes de CO2. Juste une question, si ça s'applique aux fournisseurs d'énergie, alors en France, il y a déjà un mécanisme d'efficacité énergétique qui s'appelle les C2E, qui porte déjà sur le prix largement de nos factures des consommateurs pour motiver les réductions de consommation. Ça viendrait s'ajouter un ETS, c'est ça ? Alors, je pense que oui, c'est-à-dire que ensuite tout dépend du niveau de prix d'ETS par rapport aux taxes nationales. Mais alors là, c'est peut-être plus une question pour une spécialiste de l'architecture d'ETS qui est Émilie. Oui, en fait, jusqu'à présent, l'objectif, c'était vraiment de ne pas avoir de chevauchement de politique et évidemment, tous les chevauchements entre les mesures fiscales nationales et le dispositif européen ont été évités par des mesures d'exemption nationale, ce qui était le cas sur la contribution climat-énergie jusqu'à présent. Donc, j'aurais tendance à penser qu'évidemment, la logique s'appliquerait dans ce cadre-là où on éviterait des chevauchements entre les C2E et un prix du carbone, ce qui reste à instaurer. Peut-être pour alimenter aussi la discussion sur la question de comment on intégrerait finalement le transport routier dans les UTS d'un point de vue architecture aussi. La question que vous posez, c'est vraiment comment opérationnellement ça pourrait se mettre en œuvre, et vous y avez répondu. C'est le point de régulation, c'est évidemment les fournisseurs de carburant. Je pense que c'est intéressant de savoir que
il y a des expériences qui existent déjà à travers le monde au-delà de l'Union européenne. On n'est pas du tout pionnier en la matière, puisque la Nouvelle-Zélande avait introduit dès 2013 le secteur routier dans son dispositif. Et notamment, l'expérience la plus intéressante, à mon sens, c'est celle de la Californie, depuis 2015, qui a aussi introduit les carburants. Donc, entre guillemets, techniquement, on sait faire. Et ça a plutôt porté ses fruits aussi en Californie. Après, la question, c'est de savoir effectivement le bénéfice économique et toute la question de la répartition par rapport à l'effet redistributif dont on parlait par rapport à l'implication de la hausse du prix sur les consommateurs et sur les autres secteurs aussi qui vont porter le poids de l'effort supplémentaire. Et on voit Je sais pas si certaines je réponds compagnies à ta pétrolières question. qui proposent aussi à leurs clients des systèmes de compensation, entre guillemets, de leur consommation de carburant. Je pense à Shell et BP au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Est-ce que ces systèmes-là seraient compatibles avec une extension de l'ETS au transport routier, ou est-ce que c'est discutable? Bonne question. Enfin, en tout cas, là, c'est des mesures volontaires, donc il faudrait sans doute les réviser. Ça deviendrait une démarche obligatoire et en fait, oui, il faudrait voir qui porte la charge. Et effectivement, le consommateur, à mon sens, portera davantage le poids de l'effort, enfin le poids économique de cet effort de réduction. Excusez-moi, Valérie, je dois vous quitter. Mais moi, j'ai beaucoup appris, parce que c'est toujours intéressant de se remettre à niveau sur les textes. C'est quand même complexe, vous l'avez compris, de travailler au Parlement européen. On doit se mettre à niveau sur beaucoup de sujets. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Et comme je l'évoquais en bilatéral, Valérie, je me tiens vraiment à disposition de l'association pour si vous êtes intéressé par les enjeux océans dans leur globalité. Bien sûr. Parce que pas facile de les faire entendre. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci de nous avoir consacré du temps. Merci à vous. Valérie, je peux me permettre une dernière question, après je rends la parole. Je ne suis pas sûre de comprendre comment on peut… Les fournisseurs d'énergie en Europe sont déjà soumis à quota. À partir du moment où ils ont un établissement, une raffinerie… En fait, ils sont soumis à quota. Électrique, voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez rajouter encore des quotas ou des contraintes sur ces équipes? En fait, le secteur de la raffinerie est soumis effectivement à l'EUTS pour les émissions induites lors de la production de ces carburants et non pas pour leur consommation. Et donc là, tout l'enjeu, c'est de savoir comment contraindre à la réduction de la consommation de ces carburants. Et aujourd'hui, Total n'est absolument pas contraint par les EUTS par rapport à la consommation que font ces consommateurs à l'usage de ces carburants. Donc, il s'agit de taxer le scope 3 en quelque sorte. C'est ça, le scope 3 de Total. Donc, effectivement, comme vous le mentionnez, il serait impossible de suivre chaque voiture et de mettre à chaque consommateur automobiliste un quota à respecter chaque année. Donc, le point de régulation est très important parce que là, on aurait une inefficacité totale du dispositif si il fallait effectivement suivre chaque automobiliste. Donc, le point de régulation le plus pertinent, ce sont les fournisseurs de carburant et donc à la source directement d'imposer un niveau d'émission à respecter par rapport à ce volume de carburant qui va être consommé. Et sur le chevauchement que vous évoquiez, excusez-moi, ça veut dire que par exemple, si on faisait un ETS sur le bâtiment, là, on pourrait dire en France où vous avez les C2E, du coup, on n'y contribue pas. Enfin, comme je n'ai pas bien compris dans le détail comment on pouvait à la fois faire des C2E et des ETS, ou si c'était l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Alors, je vais être tout à fait transparente avec vous. C'est un sujet que j'avais examiné, je pense, en 2013-2014. Donc, ça date un peu. Je n'ai pas tous les éléments en tête de mémoire, justement, mais ça relance le débat. Donc, je vais m'y repencher, de savoir comment, au niveau national, ces deux politiques vont pouvoir, en tout cas, pourraient se chevaucher, comme vous le mentionnez. Je sais plus. Y a-t-il d'autres questions? Je vérifiais juste par rapport à votre première question, Valérie, les 6 secteurs qui ont été évoqués pour l'introduction dans le mécanisme d'ajustement. Oui. Bon, sans surprise, c'est évidemment les 6 secteurs industriels, grande industrie de l'IUTS, le ciment, le verre, l'aluminium, la métallurgie. Voilà, j'avais peur de dire une erreur, mais en fait non, sans surprise, c'est les 6 classiques, de Vous pouvez les l'IUTS. préciser du coup?
Excusez-moi, vous pouvez la Oui. préciser parce que là, vous en avez cité 4. Alors, ciment, qu'est-ce que je vous ai dit? Ciment, Acier, aluminium, acier, papier, verre. Et le dernier, l'aluminium peut-être. aluminium, voilà. Merci. De toute Je suis façon, on désolée, fera, je dois vous quitter, mais je vous remercie beaucoup pour cette invitation et cet événement. Et voilà, je vous laisse. merci de nous avoir consacré du temps et à bientôt sans doute pour de nouvelles aventures. À bientôt. Au revoir. Nous avons d'ailleurs prévu de faire un atelier qui sera uniquement consacré au mécanisme d'inclusion aux frontières, donc la fameuse taxe carbone européenne. Y a-t-il d'autres questions ou Oui, alors, bonjour. Pardon. Oui, Claire Avignon d'AEF Info. J'ai une question à Émilie Alberola sur les quotas gratuits. Oui. Je voulais savoir quelle était leur part aujourd'hui et quel était l'état de la discussion avant l'apparition du CBAM, si on allait vraiment vers leur suppression ou pas. Et aujourd'hui, malgré le CBAM, si j'ai bien compris, certains industriels continuent à réclamer des quotas gratuits. Et là, j'ai du mal à comprendre leur logique. Donc, je voulais savoir si vous pouviez revenir un petit peu sur l'état du débat. Le CBAM, c'est donc le mécanisme mécanisme, d'inclusion aux frontières. Donc, en amont de cette discussion, et il n'y avait pas de. Alors, attendez, hop, voilà. En amont de cette discussion sur le CBAM, donc sur le mécanisme d'ajustement aux frontières, malheureusement, quand je dis malheureusement, c'est que pour moi, c'était assez indiqué depuis 2008 qu'on s'acheminait vers une suppression de ces quotas gratuits. Mais dans le cadre de la révision, de la négociation de cette révision pour la phase 4, le sujet de l'allocation gratuite n'a pas du tout été supprimé et il y avait presque un déni à la fois de la part des industriels et peut-être de manière volontaire de la Commission européenne, de mentionner en tout cas qu'après 2030, la question allait être reposée pour la suppression des quotas gratuits. Voilà, donc quelque part, ce CBAM aussi, qu'on discute aujourd'hui en 2020-2021, est une réponse à apporter sur le futur, puisque voilà, on va mettre en place un dispositif qui va permettre efficacement cette suppression après 2030. Peut-être pour que les gens comprennent bien, en fait, l'Europe sera probablement obligée de supprimer les quotas gratuits parce que si on fait une taxe à l'importation, ces quotas sont en quelque sorte une mesure contraire aux règles de l'OMC. Voilà, une subvention à l'exportation. Ensuite, dans votre question, vous me demandiez donc où est-ce qu'en étaient les débats donc pour la suppression. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les industriels, malgré le CBAM, disent on veut continuer à avoir des quotas gratuits. Ça, mais c'est j'ai du mal certain. à comprendre leur logique. Ça serait, ils auraient à la fois des quotas gratuits et leurs concurrents qui auraient des quotas payants. Enfin, c'est pas possible. Ou est-ce que ça Voilà. est possible d'un point de vue du droit? Là, je ne comprends pas leur logique. Alors, la logique des industriels, c'est de mentionner qu'effectivement, ils sont exposés à des risques de fuite carbone qui reposent sur deux facteurs, le facteur coût et le facteur concurrence internationale. C'est la raison pour laquelle je parlais de l'article 30 de cette directive. Justement, dans l'article 30, il est mentionné qu'on a un besoin d'avoir une comparaison des efforts. La discussion des fuites de carbone, quand on était en 2008-2012, on va dire, l'Union européenne faisait face à un vide global d'ambition climatique au-delà de l'Union européenne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'ensemble de nombreux partenaires économiques se dotent aujourd'hui de prix du carbone aussi, notamment la Chine. Attendons de voir concrètement ce que va donner leur ambition. Mais en tout cas, les industriels européens doivent aussi considérer le fait qu'ils ne sont plus aujourd'hui les seuls à faire face à un prix du carbone. Peut-être encore aujourd'hui les seuls à avoir un prix à 40 € la tonne. Mais voilà, cette question de la comparaison est adressée pour la prochaine décennie pour justement pouvoir ajuster les mesures les plus appropriées, et notamment ce sujet des quotas gratuits. Quand on regarde dans le détail, alors c'est des chiffres, je suis en train de les analyser, donc je ne peux pas forcément, parce que ça sera publié le 15 avril, mais dans les faits, avec justement ce dispositif des quotas gratuits, quand on regarde l'industrie, en fait, ils supportent un coût réel du carbone que depuis 2018. Jusqu'en 2018, tous les coûts carbone induits par cette tarification du carbone ont été absorbés par ces quotas gratuits. Voilà. Donc le coût, il est quand même assez faible à ce jour, ce qui signifie pas justement avec une hausse de l'ambition qui ne vont pas supporter un coût à venir jusqu'en 2030. Et c'est tout le deal, enfin le challenge, on va dire, de cette négociation, c'est que les industriels peuvent soutenir une hausse d'ambition si on leur assure le fait qu'ils ne vont pas avoir un coût carbone qui va fortement
fortement augmenter. D'où le besoin d'avoir des quotas gratuits, d'où le besoin, si on supprime ces quotas gratuits, d'avoir une alternative à proposer. Voilà, je vous fais peut-être une réponse de Normand, je ne sais pas si c'est davantage plus clair. Mais oui, il y a une sorte de déni de la fin de ces quotas gratuits qui devront évidemment s'arrêter pour qu'on ait une incitation économique réelle, avec ce besoin de compensation nécessaire pour que d'une part, ils soutiennent la hausse de l'ambition et d'autre part, qu'on ait une certaine compétitivité quand même à l'international face à nos autres partenaires économiques. Y a-t-il d'autres questions, d'autres réponses? Ou est-il temps de préparer à déjeuner? Juste, Aurélie Barbeau, si je peux encore, vous avez commencé à évoquer des pistes sur les émissions négatives. Ça pourrait ressembler à quoi? Alors là, c'est vraiment le début du début des discussions et à titre personnel, je souhaiterais vraiment que ça puisse s'accélérer parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, sans action sur ce sujet-là, d'ailleurs, le député Madame Chabot évoquait aussi les puits carbone liés aux océans, les mangroves, les herbiers marins. Voilà, il faut absolument que l'Union européenne puisse se doter d'une réponse pour faciliter le financement et le déploiement de projets de restauration, de conservation de tous ces puits carbone naturels, solutions basées sur la nature et d'expérience. On a des dispositifs qui fonctionnent, notamment sur le financement de projets. En France, on a ce label bas carbone. Et il serait bon qu'on puisse entrevoir à travers notamment cette révision de la directive, mais au-delà plus globalement, quelle réponse l'Union européenne envisage pour favoriser la restauration, le renforcement de ces puits carbone naturels à l'échelle européenne. Ce qui nous semble, enfin moi, ce qui me semble important, c'est de jouer cette coopération sectorielle et des mécanismes de projet, par exemple, pourraient être un bon dispositif à déployer. Voilà. Quid de cet article 24 bis de cette directive EUTS qui mentionne justement des projets domestiques à déployer à l'échelle européenne qui n'a jamais été activé. Ça pourrait être l'occasion. En France, on a une belle expérience et on peut imaginer qu'on puisse pousser dans ce sens-là. La Belgique, les Pays-Bas ont aussi des dispositifs similaires, en Suisse également, donc voilà, on a en Espagne également, donc on peut avoir de l'expérience à promouvoir. Intéressant d'ailleurs de voir que la Suisse signe beaucoup d'accords bilatéraux en ce moment, justement pour promouvoir ce genre d'opération. Oui, en lien avec l'accord de Paris, l'article 6, par exemple, c'est ce que vous avez en tête? Il n'y a pas encore l'article 6 totalement rédigé, donc le futur. C'est le futur, mais ils ont déjà signé 2 accords bilatéraux et je crois qu'ils en ont une dizaine en cours de négociation. Oui, alors justement, toutes leurs actions en Suisse est liée en fait à leur réglementation sur les carburants. Ils ont pris l'engagement que pour atteindre leur objectif de réduction sur ce secteur du transport, ils feraient 50% de l'effort sur le point de vue national et 50% de l'effort serait apporté par des investissements à l'international. D'où leur action en faveur du financement de projets du futur article 6. Notamment avec le Pérou, il me semble, je ne sais plus exactement les plusieurs projets qu'ils ont soutenus. Et un pays d'Afrique aussi. Oui, il me semble exactement. Je crois que c'est Sénégal, non? De mémoire. Une dernière question? Oui, je veux bien poser une dernière sur donc Claire Avignon, sur l'aviation, sur l'intégration de l'aviation au marché carbone. Est-ce que c'est un succès ou pas? Je n'ai pas l'impression que l'aviation se décarbone beaucoup, mais peut-être que je me trompe. Alors, c'est un sujet qui va être aussi éclairé dans les prochaines semaines par la Commission, puisque comme vous le savez, il y a des discussions, enfin, il y a eu la mise en place du dispositif international porté par l'ICAO, qui est Corsia. Et donc, il y a tout un sujet lié au chevauchement de ces deux politiques, à la fois l'inclusion du secteur aérien dans les EUTS et sa contrainte au niveau international. L'Union européenne, d'ici, alors j'avais en tête juin aussi, donc ça fait peut-être beaucoup d'échéances, mais je crois que c'était bien juin, doit rendre une proposition de savoir comment elle va traiter l'aviation désormais, une fois qu'on met en œuvre. Si je peux me permettre, sur l'aviation, en effet, déjà, l'aviation intra-européenne est couverte. L'enjeu maintenant, c'est d'étendre. Oui, je parlais bien de ce...
à l'aviation aussi les vols extra-européens. Et en effet, là, c'est pas un franc succès, tout simplement parce que le prix de la tonne est absolument pas dissuasif sur l'aviation. Donc l'enjeu, c'est de renchérir un peu le prix, mais ce ne sera pas suffisant en soi pour conduire, pour accélérer la décarbonation de l'industrie aéronautique. Après, si je peux me permettre, je ne sais pas si on prend une minute ou deux de plus, juste sur l'aviation. L'intérêt d'intégrer, par exemple, le secteur de l'aviation dans les UTS est multiple. Premier bénéfice, c'est déjà de les introduire dans un système de MRV. Auparavant, ce qui n'était pas le cas. Aujourd'hui, on a un système d'information qui nous permet d'avoir un suivi des émissions de ce secteur. Deuxième intérêt, évidemment, c'est de leur donner une incitation économique à travers ce prix qui est clairement insuffisant par rapport à la courbe d'abattement de ce secteur, et jamais un prix à 10, même aujourd'hui à 40 € permet de déployer de l'innovation technologique de haut niveau sur le secteur de l'aviation. Voilà. Néanmoins, les inclure permet de générer aussi des revenus, et ces revenus, il y a eu des discussions de savoir justement, quand on impose une contrainte, il y a eu des discussions au niveau français, comment on utilise des revenus, est-ce qu'on les adresse vers un fonds d'innovation? Tout à l'heure, on parlait d'un fonds d'innovation pour les océans, pourquoi pas un fonds d'innovation pour préparer l'avenir de l'avion électrique ou solaire ou autre développement technologique innovant pour ce secteur-là. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas le l'IUTS aujourd'hui qui a favorisé les réductions des émissions, c'est plutôt malheureusement le Covid ou d'autres. Le Covid sur l'année dernière. L'IUTS, le prix du carbone, n'a eu aucune incitation, mais voilà, il y a quand même des bénéfices à faire ce suivi de comptabiliser les émissions, de pouvoir générer des revenus et de pouvoir aussi, ce qui était à l'initiative aussi de l'Union européenne, mettre la pression au niveau international pour accoucher, rappelons que c'était en 2013-2014, pour mettre la pression à l'ICAO pour sortir Corsia aussi. Il y a un jeu politique derrière tout ça aussi. Merci. S'il n'y a plus de questions, je vais remercier nos intervenants, du moins les deux qui restent. Merci beaucoup. Du temps. Et puis, merci pour vos questions. Le prochain atelier aura lieu à la fin du mois. Il sera consacré à la présentation de la politique communautaire en matière d'adaptation qui a été présentée il y a quelques jours avec un responsable de la Commission européenne. Merci à vous tous, bonne journée et bien sûr bon appétit. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci Valérie. Merci.